Donc, pour ceux qui sont pas familiers de ces rencontres, en fait, c'est les rencontres qu'on a créées dans le cadre du doctorat en administration de l'UQAM. 2 types de rencontres, les ficelles du métier qui sont dédiées à des pratiques de recherche méthodologiques ou la vie du chercheur, et puis Intersection qui est un format de conférence transdisciplinaire sur des enjeux qui pourraient tous nous rejoindre. Donc, la semaine dernière, par exemple, il y avait une intervention sur le corps. Donc voilà, aujourd'hui, ravi d'accueillir Geneviève, que vous voyez à l'écran, Geneviève Robert-Huot, qui est chargée de cours au département d'organisation et ressources humaines de l'UQAM, par ailleurs en thèse, qui fait une thèse extrêmement intéressante sur les pratiques RH en PME, avec une grille de lecture vraiment originale. Elle a des expériences de publication, notamment dans la Revue internationale de PME, puis plus récemment, je pense, dans le Canadian Journal of Administrative Sciences, ou quelque chose comme ça, là, ou Administrative. Et du coup, Geneviève a accepté de nous partager son expérience de la rédaction et de la publication de revues de littérature systématique, en partageant la pratique vécue. Donc, Geneviève, merci infiniment à toi. Je te cède la parole. Merci, merci. Oui, merci Olivier pour cette introduction. Je vais vous partager mon écran. Donc, comme Olivier le disait, je suis actuellement encore en thèse. Pour comprendre un peu le contexte de qui je suis, j'ai commencé ma thèse en 2013. Donc, ça commence à faire un petit peu longtemps, mais il y a eu 2 enfants aussi en cours de route là, qui viennent expliquer un peu la durée du parcours. Et de toute façon, il n'y a pas de durée idéale, à chacun son parcours. Donc oui, avec ma directrice de thèse, on est parvenu à publier une revue systématique de la littérature dans la Revue internationale PME. C'est paru dans le numéro 1 2020, donc l'année dernière, mais c'était un long parcours, c'était un long chemin avant cette parution. C'est un peu ce que je viens vous raconter. Donc, l'objectif, ce n'est pas nécessairement d'expliquer comment faire une revue systématique de la littérature. C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont émerger de tout ça sur un peu les trucs, astuces ou erreurs à ne pas faire. Mais l'objectif ici, c'était vraiment de vous partager les défis qui ont été rencontrés, les enjeux, puis un peu à travers tout ça, venir dédramatiser ce type de publication-là qui peut sembler très intimidant lorsqu'on veut se lancer dans ça. Donc, il va y avoir 4 thèmes un peu. Donc, d'abord, un bref mot sur la revue littérature de façon générale. Ensuite, l'histoire, donc vraiment chronologiquement, comment ça s'est passé. Puis, vous allez voir que c'était long, mais c'était correct que ce soit long. Dans le fond, ça s'est inscrit dans le reste de mes activités, ma thèse et tout ça. Ça n'a pas été... Je n'ai pas eu le sentiment que c'était si long que ça. C'est vraiment en faisant l'exercice, mais en regardant, ça a pris tant d'années avant que ce soit publié. Mais donc, aussi à travers ça, les défis, un peu les horaires, les erreurs aussi, peut-être qui ont été commises en cours de route et qui ont été rattrapées. Et comment, finalement, pour moi, ça a été vraiment un levier pour la suite des choses là, que de faire cette publication. Donc, je vous montre ici que j'ai assisté à un atelier donné par Guy Paré au HEC, qui fait d'ailleurs un cours dans le cadre du doctorat en administration, qui fait un cours sur les revues systématiques. Puis dans le cadre d'un atelier qui était donné par le département de management, j'y apprends vraiment qu'il existe différentes sortes de revues de la littérature et chacune de ces sortes de revues de la littérature ont des usages, ont des fonctions très spécifiques, comme le scoping review qui va venir vraiment plus délimiter un champ, la revue systématique ou la méta-analyse qui va venir faire ressortir les données, puis qui a vraiment des étapes à respecter. Puis, donc, je vous réfère d'aller voir sa publication, il l'explique très, très bien. Et ça, j'ai assisté à ça en 2020, donc après avoir publié ma propre revue de la littérature, et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que je venais de faire finalement. Donc, après l'avoir publié, j'ai assisté à cet atelier-là qui a vraiment fait du sens, puis
révéler un peu, OK, finalement, c'est peut-être ça les lacunes que les reviewers nous soulignaient, c'est pour ça qu'ils nous demandaient de le faire de cette façon-là et tout. Mais tout ça s'est rattrapé. Et les dites étapes, ben, finalement, ben, ça s'est fait de façon très itérative. On n'a pas du tout suivi cette étape, les étapes que je vous présente ici, qui sont les étapes génériques. Ça a été un peu des allers-retours tout au long de l'exercice. Donc, voilà, pour ce qui est les types. Tout ça a commencé finalement en 2014. Vous allez voir le petit fil conducteur en bas. Je faisais un cours justement avec Olivier Germain dans le cadre de mon doctorat. J'étais à ma 2e session de doctorat, puis il nous demandait de faire un travail de session qui pourrait s'inscrire dans notre thèse, qui pourrait aider, par exemple, à problématiser notre thèse. Et là, je fais une première ébauche avec un peu l'aide de Pierre Cossette, à l'époque, qui était, avant sa retraite, qui était au département. On avait un bureau à proximité et on était, c'était une relation très amicale, un peu de mentor aussi. Puis, je me souviens vraiment des explications qu'il me donnait, moi qui commençais tout juste en recherche. Puis, il m'avait donné 2-3 revues de la littérature qui avaient paru dans la revue internationale PME, là, qui était une revue pour laquelle il collaborait beaucoup. Puis, il essayait de m'expliquer là, comment identifier les mots-clés qui seraient pertinents pour mon projet, d'essayer de raffiner ma recherche pour permettre d'obtenir une quantité de résultats qui serait relativement, pas facile, mais qui serait raisonnable pour ensuite aller faire un tri, pour aller lire les résumés, pour sélectionner les articles qui seraient pertinents. Donc, il m'expliquait tout ça. Et j'essaye dans le cadre d'un travail de session. Ça a donné un travail qui, je pense, Olivier a trouvé remarquable. Pas nécessairement, mais c'était vraiment la première ébauche. Un travail qui était quand même assez chargé parce que finalement, j'ai trié, analysé au moins une centaine d'articles qui traitaient de mon sujet, qui était la gestion des ressources humaines en PME. Et ensuite, j'ai demandé à ma directrice de thèse si elle ne voudrait pas m'aider à publier ce travail ou à le faire progresser. Ça a commencé par une communication au CIFE PME, donc le Congrès international de la francophonie en entrepreneuriat et PME. On a soumis l'article, il a été accepté pour une communication à l'automne 2014. Puis, moi, dans le fond, à l'époque, je commençais mon doctorat, puis j'étais plus ou moins confortable d'assister à un congrès toute seule, sans connaître personne et tout. Puis cet accompagnement-là que m'a donné ma directrice, ça m'a vraiment aidé à être confortable. Puis, tu sais, j'avais un body finalement pendant ce congrès-là. Ça m'a aidé à créer des liens avec d'autres personnes, puis à rendre cette expérience-là du congrès moins intimidante. Puis, donc, le temps passe, on fait la communication au congrès, puis je prends une pause parce que j'ai un premier bébé. Donc, c'est pour ça, c'est long, mais en même temps, il y a des temps d'arrêt qui étaient amenés par mon propre cheminement, qui n'étaient pas nécessairement l'attente des reviewers ou des publications, etc. Ensuite, à mon retour de congé de maternité, on retravaille le papier pour l'envoyer à la revue internationale PME en janvier 2017. Donc, il y a eu un bon gap d'1 an de congé de maternité, puis ensuite, à peu près une bonne année là, pour le retravailler. Puis, pendant ce temps-là, je prépare mon terrain de recherche. En fait, ce papier-là, à l'origine, était vu un peu comme ma problématique de thèse. Je savais à ce moment-ci que je voulais m'intéresser à la GRH en PME. Puis, aux yeux de ma directrice, ça pouvait se transposer dans ma thèse directement. Puis, on va voir que finalement, ça n'a pas été le cas vraiment. Puis, on reçoit une première demande de révision en avril 2017. On demande des modifications assez majeures. C'est-à-dire que le papier n'est pas a priori accepté. Là, ils nous disent vraiment de procéder à ces modifications-là, puis de le resoumettre. Il serait ensuite retourné à des évaluateurs. Pendant ce temps-là, on le retravaille. Je travaille un peu à temps partiel en même temps que je réalise ma collecte de données de thèse. C'est un terrain ethnographique. Donc, j'étais quelques journées par semaine en entreprise et les journées qui me restaient, soit j'enseignais ou je travaillais justement sur ce papier. Puis, je prends une deuxième pause parce que j'ai un deuxième bébé. Puis, je sors de ma pause finalement. Dès qu'on envoie le papier à la revue, l'éditrice nous le renvoie immédiatement en disant « le papier est beaucoup trop long ». Il y avait à peu près 28 000 mots
Puis le gabarit de la revue était des papiers d'à peu près 12 000 mots. Donc, ça doublait pratiquement la taille recommandée par la revue. Mais dans un sens, nous, on était arrivé à cette longueur-là en raison des commentaires des reviewers qui nous avaient demandé des ajustements, qui avaient fait ressortir, qui avaient finalement résulté en un papier aussi long. Donc, on était un peu débuté parce qu'il y avait une raison à cette longueur-là qui était un peu extérieure à nous. Donc, on retravaille le papier pour le réduire, mais finalement, ce travail de réduction-là avait été très bien orienté par l'éditrice en chef de la revue qui nous avait donné des très bonnes pistes, très pertinentes sur comment aller couper le papier, quel élément était peut-être moins utile. Donc, c'était José Saint-Pierre à l'époque. Puis vraiment, elle nous avait... je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point les éditeurs des revues étaient vraiment là pour aider les chercheurs qui veulent publier, peut-être pas dans toutes les revues, mais mon expérience jusqu'à maintenant, ça a été ça. Donc, d'aller tirer profit de cette collaboration-là avec les éditeurs, là, ça nous a vraiment aidé, puis d'être à l'écoute de ces recommandations. Donc, après l'avoir coupé pour que ça donne à peu près le 12 000 mots demandé, on le retourne, puis une deuxième demande de révision encore en profondeur. Donc, je me rends compte qu'il y a on se rend compte qu'il y a encore des éléments qui agacent énormément les reviewers. Il faut dire qu'au premier tour, on avait eu 3 reviewers. Au deuxième tour, bon, c'est pas certain, mais ils utilisent comme un code ABCD pour les reviewers. Fait qu'on devine un peu qu'il y a un des reviewers du premier tour qui a été maintenu au deuxième tour, et il y a eu un autre reviewer, comme un 4e, qui s'est joint à l'aventure, puis les 2 autres que je pense n'ont pas été ressollicités pour l'évaluation, tout simplement. Et donc, ces deux reviewers-là demandent encore des ajustements assez... c'était retourner faire vos analyses, finalement. Donc, déjà, c'est encore très important. Puis le doute qui commence à arriver de dire, on n'a toujours pas de promesse de publication. Est-ce que ça vaut la peine de refaire tout ce travail-là? Est-ce que la revue va finir par l'accepter ou est-ce que ça va se terminer en desk reject si jamais ils perdent espoir un peu que le papier puisse aboutir à quelque chose de suffisant? Donc, finalement, on retourne à notre table de travail, on refait des analyses, on fait les ajustements qui sont demandés. Puis, finalement, en 2018, on apprend que le texte est accepté. Donc, heureusement, on était bien contents à ce moment-là. Encore une fois, c'est venu avec des recommandations très précises de la part de l'éditrice. Donc, c'était acceptation conditionnelle à condition de faire certains ajustements encore, notamment en lien avec la longueur du papier. Puis, finalement, on a eu, suite à cet autre tour de modification, on a été invité à déposer une version finale. Bon, après des ajustements plus de type de langue, de phrase, vraiment plus du flafla, mais le contenu là, était vraiment accepté. Puis, ça a pris environ 1 an avant qu'il soit publié après l'acceptation en raison simplement des délais là, de publication de la revue. Donc, quand on regarde la petite ligne du temps, on se rend compte que ça a commencé en 2014, quelque chose de plus sérieux là, sous la forme de communication à un congrès et la confirmation de publication qui est arrivée en 2018. Donc, c'est de là que je dis que ça a été relativement long. Mais je pense que ce n'est pas tous les papiers qui prennent 4 ans avant d'être publiés, généralement. En tout cas, je le souhaite pour le reste de ma carrière. Mais il faut voir aussi que ça a été entrecoupé, d'une part, de pauses parce que j'ai été absente. Puis aussi, c'est que ça s'inscrivait, on ne faisait pas que ça de notre vie non plus, là. On avait ma thèse à côté, l'enseignement et tout. Donc, ça venait par des genres de périodes de latence, là, souvent durant l'été où j'étais moins occupée par les charges de cours, par la thèse, mais je me focusais là-dessus un peu à temps partiel. Donc, finalement, ça s'est vraiment bien fait et je vais sortir de mon doctorat avec un papier à mon CV. Donc, pour ça, ça a été vraiment... c'est bien pour ça, finalement, dans mon cas. Et là, si on arrive plus précisément avec les défis, les horreurs ou les erreurs,
un premier vraiment avec les mots-clés. Puis, merci beaucoup à ma directrice qui a été assez accueillante dans cette démarche-là, là, je vais vous le dire. En fait, en termes de mots-clés, dans le travail de session que j'avais produit pour Olivier, j'avais fait une faute dans l'écriture du mot entreprise en anglais, qui s'écrit enterprise, mais je l'avais écrit en français avec un R. Et donc, quand on a voulu refaire, mettre à jour la base de données, on se rend compte que le nombre de résultats était le triple, voire 5 fois plus grand que le nombre de résultats que j'avais obtenus à la première mouture du papier. Donc, il fallait comme recommencer finalement. C'était long, mais on l'a fait, puis on est passé à autre chose après, mais ça a été rattrapable. C'était une erreur qui a été un peu, c'est ça, comme un fail, là, vraiment. Là. Donc, vérifiez bien vos mots-clés avant de vous lancer là-dedans. Et aussi, j'ai découvert qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup de talent pour l'écriture. Puis ça s'est travaillé avec le temps aussi, mais c'est de voir que une fois que j'ai commencé à travailler en collaboration avec un autre auteur dans l'écriture, de voir tout le progrès qu'il y avait à faire de mon côté au niveau de la qualité de l'écriture. Donc, exprimer clairement. Des fois, surtout en début de... pour ma part, en début de cheminement, j'avais beaucoup plus écrit seul, le travail de session, ou même au niveau du bac de la maîtrise, on parcellise les tâches, mais on ne s'aide pas entre étudiants à écrire une partie. C'est pas vraiment ça le but de l'exercice, mais là, de voir à quel point ma directrice a expérimenté pour formuler clairement les idées qui devaient être avancées. Donc, ça a été des fois des retours de sa part qu'elle avait repassé vraiment les idées que j'avais mises sur papier pour les formuler de façon beaucoup plus claire. Mais finalement, j'ai beaucoup appris de cette démarche-là pour m'aider à me perfectionner, moi aussi, de mon côté. Mais ça a été un petit moment de découragement parce qu'au début, tu ne le sais pas, tu n'es pas nécessairement bonne pour écrire. Fait qu'au début, tu le réalises et ensuite, tu t'améliores. Aussi, les découragements, c'est sûr, au niveau des reviewers, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tous le même tact. Ça dépend d'un reviewer à l'autre. On a eu des commentaires du genre... d'abord, ils reconnaissaient souvent le caractère ambitieux parce que dans la revue littérature, à la fin, on avait à peu près 180 titres qui avaient été... 180 articles qui étaient analysés, inclus dans la revue littérature. Mais on a eu notamment des commentaires qui disaient que l'interprétation des résultats souffre d'un manque d'objectivité, l'analyse est arbitraire, la faiblesse navrante de la discussion, de la conclusion m'amène à ne pas proposer sa publication. Sa principale faiblesse repose sur le manque de rigueur. Si on avait ce genre de commentaires-là très, très constructifs, mais tu sais, c'est sûr qu'on a peut-être tendance à regarder que ça au début, mais entre les lignes, certains nous ont orientés vers vraiment des outils de revue systématique de la littérature, notamment le flowchart Prisma qui détaille les étapes de revue de littérature qu'on n'avait pas initialement puis qu'on a pu intégrer dans notre méthodologie. Il va y avoir un lien là, à la fin des diapos pour que vous l'ayez. Aussi, même au niveau du deuxième tour, après le premier tour là, qui était assez sévère envers nous, le deuxième tour nous reprochait dans ce cas-ci de ne pas faire ressortir de résultats convergents. En fait, ce qui arrivait avec notre littérature qui était particulière, c'est qu'en GRH, pour étudier les PME, tout le monde l'étudiait de façon différente. Donc, dans certaines littératures, on a des outils d'analyse qui sont très, très utilisés, très populaires. Puis, dans notre cas, c'était souvent la GRH, les pratiques de GRH étaient saisies d'une façon différente d'un papier à l'autre. Donc, c'était très difficile comme le voudrait une revue systématique classique, de faire ressortir une moyenne de liens de signification. Et on finissait avec une conclusion qui disait que finalement, on ne peut pas ressortir grand-chose de significatif
de cette revue de littérature. Et ce qui a été reproché par les auteurs en disant, bien, finalement, pourquoi tu fais ça si tu sors rien de significatif en termes de résultats? Donc, ça a été de retravailler le papier en profondeur pour trouver des tableaux, pour trouver des façons de le présenter, puis pour trouver qu'est-ce qu'on voulait vraiment dire à la lumière de ces résultats qui étaient à travers ces études qui avaient été faites de façon si divergente, avec des résultats aussi divergents. Et donc, finalement, bien, ça a été beaucoup ça notre travail, de voir qu'est-ce qu'on voulait aller dire, qu'est-ce qu'on voulait aller faire dire aux résultats, qui sont en fait les papiers, et qu'on fait une revue de littérature comme ça. Nos données de recherche, ce sont les articles empiriques qui sont inclus dans la revue de littérature. Donc, ça a été au niveau des reviewers qui nous ont bien orientés. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi à ce niveau-là? Oui, c'est ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les premières moutures du papier, notamment quand j'ai fait le travail de session, quand on a fait de la communication, c'était beaucoup plus une revue descriptive de la littérature. Vraiment. Et tout au long du processus, puis avec l'aide des reviewers qui nous ont orientés, notamment avec Prisma et tout, bien, c'est là qu'on s'est dirigé vers une revue systématique de la littérature. Donc, ça a été vraiment ça le cheminement, et c'est pour ça qu'au début, quand on l'a problématisé, on ne savait pas nécessairement que ça se dirigerait vers ça. Donc, c'est de là que je disais que ça a été très itératif comme processus. Puis, bien, au niveau de l'analyse, bien, c'est qu'on avait énormément de données, et de données qu'on n'a pas peut-être toujours traitées avec les meilleurs outils technologiques. Donc, ça a été au départ des listes papier qu'on codait comme à la main. Peut-être que vous reconnaissez, peut-être que non, mais ça a été vraiment nos premiers outils. Ensuite, ça a été des tableaux quand il y a eu vraiment besoin de partager entre moi et ma co-auteur. Mais là, ça a été plus des tableaux, des feuilles Excel, des diagrammes. Donc, ça a été beaucoup d'informations, puis de trouver comment les objectiver, comment les traiter. Là, bien sûr, peut-être la meilleure façon, ça aurait été d'utiliser un logiciel de style NVivo pour aller coder à travers les textes et avoir des banques communes. Bien, nous, ce n'est pas un choix qu'on a fait au début. On a fait tout papier pas mal. Et ça donnait des résultats quand même qui nous allaient. Ça a été une façon de faire qui nous convenait. Le principal défaut, c'est que souvent, il fallait recompter le nombre d'articles. Fait que là, tu comptes une fois, tu te trompes, tu comptes deux fois. C'est sûr qu'avec peut-être des tableaux Excel, ça aurait été plus, ou un logiciel à nouveau, ça aurait été plus optimal pour ça. Et aussi, mais ça a été au niveau de qu'est-ce qu'on présente finalement? Qu'est-ce qu'on veut présenter dans le papier? Puis en cours de route, bien, notamment, il y a des tableaux, parce qu'on nous disait aussi que c'était trop long, qu'est-ce qu'on voulait faire ressortir? Bien, il y a des tableaux qui ont disparu. Au départ, on avait, par exemple, ce tableau qui présentait les conséquences pour chacun, pas les conséquences, mais les outcomes pour chacun des auteurs. Et on s'est rendu compte que ce tableau-là, finalement, c'était notre tableau d'analyse. Il n'y avait pas nécessairement à être dans le texte, parce que sinon, bien, c'était trop long, mais que c'était à nous d'interpréter ce tableau-ci, et c'est ça qui devait aller dans le texte. Et un reproche que l'éditrice nous faisait notamment, c'était que des fois, on utilisait un tableau qui se répétait sous forme de texte. Et là, on a compris vraiment que ce qui est présenté dans un tableau doit apporter un contenu nouveau, et ce qui est dans le texte doit apporter un contenu nouveau aussi. Là. Donc, il y a une complémentarité entre le tableau et le texte, et non simplement une redondance. Il y a aussi des tableaux qui ont été ajoutés en cours de processus, notamment pour répondre aux besoins de rigueur dans les analyses. Donc, on avait, au départ, c'était simplement sous forme de texte, très descriptif, notamment ce qui est en lien avec les études qui avaient comparé ce qui se faisait dans les grandes entreprises et les études qui avaient étudié, comparé grandes entreprises, petites entreprises, telle pratique. Et là, bien, on a créé des tableaux pour justement qu'on soit capable de visualiser qu'est-ce qui était ressorti. Et aussi, mais il y a des tableaux qui se sont transformés carrément, qui ont pris une toute autre forme. On avait à l'origine un tableau très descriptif en lien avec quels sont les différents antécédents qui ont été étudiés.
en listant quels étaient les auteurs qui avaient étudié ces antécédents-là. Et finalement, ça n'apportait pas grand-chose dans le papier en termes de contribution, et on a transformé ça en une espèce de tableau avec un code mystérieux pour voir, vraiment mettre en évidence qu'il y a beaucoup de pratiques RH qui ont été étudiées, avec beaucoup d'indicateurs différents, et pas beaucoup de... Il n'y a pas de... Quelques endroits où il y avait beaucoup, par exemple, d'études qui étudiaient la formation et le développement, mais très peu d'uniformisation, non seulement en termes de quantité de résultats obtenus pour un jumelage pratique antécédent, et beaucoup de résultats contradictoires, donc des études qui avaient trouvé des résultats non significatifs pour une relation ou significatifs dans une autre étude. Donc, il y avait beaucoup de, c'est pas d'incohérence, mais de contradictions. Fait que ce tableau-là, ça nous avait aidé à passer de quelque chose de très descriptif à quelque chose de plus analytique. Et finalement, après, une fois que ça a été publié, là, je ne sais pas si c'est comme pratique courante, mais quand est venu le temps de... Quand Olivier m'a sollicité pour faire cette ficelle du métier, et là, je me suis dit, je vais aller dans Google Scholar, je vais taper mon nom, voir si mon papier a été utilisé par d'autres personnes, tu sais. Et je tombe sur un premier papier qui nous a cité. Donc là, j'étais contente. Ça a été utile pour quelqu'un. Et je me rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui est publié pas mal dans les mêmes années que moi, puis pour les mêmes raisons que moi à peu près. Donc, je vais voir ce papier-là et je me rends compte que en la même année que nous, il y a une revue de la littérature qui a été publiée sur le même sujet que nous. Vraiment, là, c'est carrément le même sujet. Ils ont employé à peu près la même méthode que nous, là, avec certaines distinctions là, du genre, ils ont peut-être plus sélectionné les revues. Et là, c'était comme la surprise un peu de réaliser d'abord qu'on aurait pu se faire couper l'herbe sous les pieds si ça avait été publié une année avant, parce que finalement, quand on problématisait notre papier pour l'introduire, notre argument, c'était de dire qu'il y avait eu quelques revues de la littérature qui avaient été produites dans ce champ-là, mais souvent sur des sujets particuliers ou des régions particulières ou un phénomène particulier comme la création d'entreprises. Mais des revues qui ratissaient plus large, il n'y en avait pas. Donc, c'était comme ça qu'on problématisait. Mais si ce papier-là de M. Agna avait été publié avant, notre argument ne se valait plus vraiment. Donc, là, j'ai réalisé que, oui, parfois, la compétition peut être présente, puis ça peut avoir un impact vraiment sur le papier. Mais de notre côté, j'étais rassurée parce que quand je regardais le modèle qu'eux, ils ont présenté à la lumière de résultats, mais je me suis dit, c'est pas mal les mêmes résultats qu'on a eus. Fait que ça m'a validé dans notre démarche. Je dis, OK, quelqu'un qui fait à peu près la même démarche, c'est bon, on obtient pas mal à peu près les mêmes résultats. Et en fait, là, si vous me demandez la question qui tue laquelle des deux est la meilleure, en fait, c'est que c'est deux revues de littérature qui sont quand même différentes dans ce qui est proposé comme contribution. Dans la nôtre, c'était un peu plus... ça permet d'aller voir justement si tu cherches quelque chose de plus en particulier, du genre les études qui auraient étudié la formation ou la dotation en PME. Donc, il y a peut-être plus de précision en termes d'objets de recherche. Tandis que dans la revue littérature de Arnay et Alcalaf, ça prend un peu la forme de scoping review parce qu'ils ont vraiment très bien élaboré les pistes de recherche futures. Ils ont un agenda de recherche qui est très clair. Puis, M. Arnay, j'ai lu d'autres de ses papiers, puis je suis persuadée, c'est quelqu'un qui est très... Ça fait plus longtemps que moi, probablement, qui fait de la recherche. Puis, son papier montre la maturité qu'il y a en lien avec ce champ de recherche-là que moi, je n'aurais pas pu avoir au moment où j'ai produit cette revue littérature-là. Donc, eux, au niveau de l'agenda de recherche, c'est plus élaboré. Donc, les deux ont vraiment des utilités, des fonctions similaires. Mais en termes de problématisation, ça se problématisait pas mal de la même façon. Donc, ça, c'est pour les principaux défis ou enjeux qui sont apparus tout au long du projet.
Mais à travers tout ça, j'en tire une expérience extrêmement positive. D'abord, pour avoir été initiée au processus de publication dans un climat de confiance, dans le sens que c'était très clair avec ma directrice que moi, j'étais une apprenante dans tout ça. Donc, c'était normal que je fasse des erreurs, là, comme celle que je vous ai mentionnée précédemment. Puis, dans le fond, c'est ça, donc de voir comment c'était. C'est sûr, quand on recevait les commentaires négatifs, j'étais peut-être un peu naïve en voyant pas que c'était un peu abrupt, comment c'était amené, que certains reviewers étaient très sévères. On dirait que je prenais peut-être ça un petit peu plus à la légère, mais c'est comme, OK, bon, on va continuer, on va essayer de le faire. C'était très léger comme processus pour ma part. Puis, au départ, ça m'a permis aussi d'amorcer mes implications dans les congrès parce que ça a été le premier papier que j'ai présenté dans un congrès scientifique dans le début de mes études au doctorat. Puis encore là, de l'avoir fait avec ma directrice, pour moi, ça m'a enlevé une pression énorme. Puis ça a fait en sorte que c'était très convivial comme processus. J'avais quelqu'un pour me coacher, me montrer un peu les us et coutumes dans les congrès et puis d'avoir commencé dans ce congrès-là qui était un peu plus petit, un peu plus... Le CIFEPME est reconnu pour être très familier, très convivial. Rapidement, j'ai été à l'aise de, par exemple, me porter volontaire pour animer des ateliers. Ensuite, pour faire même de la révision, pour être reviewer pour les papiers qui seraient au congrès. Puis, en ayant vu de quoi ça avait l'air, pour avoir reçu des reviews des fois sévères, mais ça m'a permis d'être confortable à l'idée de moi-même en faire. Donc, d'en être victime un peu dans un sens, pour ensuite le faire de façon peut-être un petit peu plus gentille. Quand j'en fais, j'ai comme ce souci-là qui m'habite d'essayer d'être très constructif pour ne pas démolir la personne, puis de laisser l'espoir que oui, ça va pouvoir cheminer vers quelque chose de peut-être avec beaucoup de travail, mais que éventuellement ça pourra amener des projets intéressants. Au niveau des communications avec l'éditeur aussi, toute cette expérience-là d'avoir vu comment est-ce que ça fonctionne. Parce que c'est pas dans le cadre de mes cours de doctorat que j'ai appris ça, c'est vraiment par l'expérience. De voir que quand tu soumets un papier à une revue, tu peux l'introduire, tu peux annexer une lettre qui donne les grandes lignes à l'éditeur, de dire, voici pourquoi je pense que ce serait pertinent pour cette revue-ci de recevoir ce papier-là. Et à chaque fois qu'on retournait suite à une révision, on argumentait. En fait, au départ, c'était ma directrice qui argumentait chacun des commentaires reçus en disant voici comment on y a répondu. Et ça, mais je ne savais pas qu'on faisait ça finalement quand on soumettait un papier. Puis donc, au départ, c'est elle qui les faisait. Je les lisais peut-être pas avec une très grande attention, mais plus ça l'avançait, puis plus j'essayais d'initier que je vais faire une première ébauche de la réponse qu'on va faire au reviewer. Je vais essayer, puis ensuite, ma directrice, elle le reprenait en charge, elle l'améliorait. Puis pour faire cette première ébauche-là, j'allais voir ce qu'elle avait fait au tour précédent pour essayer justement de comprendre comment elle justifiait les modifications qui étaient apportées pour montrer qu'on avait bien répondu au reviewer. Puis, petite micro-victoire, cette réalisation-là d'avoir fait quelque chose d'utile pour d'autres personnes, d'abord parce qu'un autre papier m'avait cité, mais même plus concrètement, dans la dernière année, j'avais une amie à moi qui fait de la recherche avec l'Université Laval, qui amorçait un projet un peu sur des PME, un peu sur la GRH, puis elle me dit, tu sais, qu'est-ce que t'en dis un peu? Ah, mais regarde, va lire cette revue de littérature-là. Puis ça avait été super utile pour elle. Donc, tu sais, c'était très valorisant de voir que ça avait été utile pour quelqu'un d'autre parce que, tu sais, je ne vous cacherai pas que à toutes les fois qu'on était dans nos analyses, on dit, mais tu sais, à quoi bon? Qu'est-ce que ça va donner au final? On est en train de se casser la tête pour absolument rien, là. Donc, c'était peu tangible l'apport que ça pourrait avoir si vraiment ce serait utile à quelqu'un d'autre. Puis là, donc, déjà d'avoir pu aider ma collègue puis que ça puisse l'aider à la bâtir un outil de mesure pour aller faire des questionnaires en PME, pour moi, ça a été déjà une grande victoire. Et finalement, d'avoir fait ça en début, parce qu'à l'époque, c'était au début de mon parcours, mais
après ça, je suis presque à la fin, mais d'avoir fait tout ce travail-là pendant mon parcours doctoral, ça m'a permis de prendre du recul sur la conversation savante. J'ai donné comme Pierre Cossette me le présentait, pour lui rendre hommage, mais qui vient de Anne Hoff. Ça m'a permis de prendre du recul sur la littérature dans laquelle je m'inscris pour ma thèse. Je vous ai dit à un moment que, initialement, on pensait que ce serait la problématique de ma thèse, mais plus le papier avançait, puis plus l'implication de ma directrice aussi se faisait dans le papier, bien pour moi, ça ne pouvait plus être ça, ma thèse. C'était quelque chose d'autre que je produisais. Et ça m'aidait à voir, bien, parmi cette littérature-là, où est-ce que je veux me positionner pour ma thèse. Donc, pour ça, ça a été vraiment utile. Et toute ce manque d'uniformité-là dans les outils d'analyse, j'avais vraiment une intuition qu'il fallait clarifier tout ça. C'était pas clair qu'est-ce que ces auteurs-là étudiaient, comment ils étudiaient, comment ils saisissaient l'objet GRH. Et après avoir publié ça, bien, ça m'a donné le recul nécessaire pour faire un papier théorique qui est une portion de mon cadre conceptuel qui théorise dans un sens ou qui discute finalement de ces façons-là de saisir l'objet GRH. Donc, même si les deux ne sont pas vraiment liés, c'est un peu la base de l'intuition que j'ai eue pour faire une partie de mon cadre conceptuel de thèse. Donc, voilà où ça m'a été grandement utile. Et finalement, bon, je complétais là-dessus, mais quelques ressources qui pourraient vous être utiles si vous prévoyez faire ce processus-là. Les liens ici qui sont plus comment être en contact avec un éditeur, comment, c'est vraiment ça, je pense que c'est un blog qui explique un peu comment bien formuler justement ces arguments avec des éditeurs, comment rentrer en contact avec eux. Le système Prisma dont je vous avais parlé pour spécifiquement mes revues systématiques. Et des articles concernant les revues de la littérature. Et la liste de journaux prédateurs, parce que ben là, peut-être vous serez étonnés, mais on a été approchés, je pense, 2 ou 3 fois par des journaux prédateurs nous disant hey, vous avez publié cet article-là, qu'est-ce que vous diriez qu'on le traduise pour vous et qu'on le publie dans The Economic Journal of machin truc? Mais c'était clairement une revue prédatrice. Mais donc, c'est bon à savoir là, que c'est pas normal si une revue vous sollicite pour publier votre papier directement comme ça. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Ça a peut-être été un peu bref, mais c'est ça. Bravo, Geneviève, c'était un beau récit de pratique. Merci à toi. Ben, écoute, on va passer à la période de questions-réponses. Donc, comme tout le monde est au courant, les doctorants sont prioritaires dans les questionnements qui peuvent être émis via le clavardage ou via le petit lever de main. Et puis, sentez-vous bien à l'aise de poser les questions que vous souhaitez. Donc, je disais que merci beaucoup pour cette super présentation parce que ça concrétise un peu le rêve de publier que nous avons tous, je pense. Donc, vraiment, c'était très passionnant, intéressant. Ma question, en fait, tu parles de ces reviewers qui avaient des commentaires un peu durs. En fait, comment, en réalité, on surmonte ça? Ça, c'est pas évident, hein? Tu as bossé, et puis quelqu'un vient te dire, je trouve que ça n'a pas vraiment d'utilité, etc. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on sent là vraiment? Oui, bien, je pense que moi, comme c'est la première fois, je réalisais pas à quel point c'était dur comme commentaire. On m'avait tellement dit que ça pouvait être dur, ça pouvait être sévère. Puis c'est en faisant d'autres, en soumettant des communications, je disais, ils ne sont pas obligés d'être tout le temps aussi chiant. Là. Mais pour les premières fois, après, plus ça a continué, ben c'est sûr, c'est un petit moment de colère parce que tu te dis, mais il ne comprend pas, c'est lui le problème un peu, mais ensuite, tu réalises que c'est un problème qui dans les deux sens. Ce que je vous disais par là, c'est que nous, on devait être mal exprimés
ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait amener comme idée, puis ça a été souvent de parcelliser chacun des commentaires qui nous aidaient à les surmonter, après avoir mis ça de côté pendant une bonne semaine là, pour laisser la vapeur qui nous sortait parfois des oreilles là, retomber. Mais la façon que ma directrice répondait aux reviewers, c'était tout le temps de vraiment prendre les gros paragraphes qui étaient écrits, mais phrase par phrase, d'y répondre. Et là, c'était comme moins pire, de les voir vraiment un à la fois, de parcelliser les commentaires qui étaient réalisés pour faire la part des choses, là, à quel moment, bon, c'est sûr, des fois, ils en mettent plus qu'il en faut là, pour faire passer leur point. Mais c'est ça, souvent, c'est de se dire, ben, OK, s'ils ont eu cette réaction-là, qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas? C'est d'avoir la confiance de dire, ben, j'ai quelque chose d'intéressant à dire, ou je sais que ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre de ce propos-là qui est amené par le reviewer pour cheminer dans tout ça? Ensuite, j'ai Carisia et puis Roula. Merci de donner la parole. Merci pour ce brillant exposé qui est très, très clair. Alors moi, je voulais en fait te demander finalement, toi qui as pu faire cet exercice-là déjà de revue systématique, quels sont les pièges à éviter maintenant par rapport à ton expérience? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait? Oui, mais d'abord, ce que je me suis rendu compte à la fin en assistant à la présentation de M. Paris, c'est que c'est bon de savoir quel genre de revue de littérature tu veux publier avant d'en commencer une. Donc, comme là, je suis en train de travailler sur une autre, mais qui va définitivement être plus un scoping review. Donc là, déjà, ça aide à baliser qu'est-ce que tu veux qu'il soit fait. Et c'est difficile de revenir sur ce processus en disant « j'aurais fait ça autrement », mais pour les prochains que je ferais, probablement que j'utiliserais des outils technologiques facilitant l'analyse des informations, d'utiliser des tableaux Excel plutôt que de faire tout papier à la main, de clarifier un peu plus la démarche, de documenter précisément chacune des étapes qui sont faites à chaque fois qu'on cherche des mots-clés, qu'on ajoute des mots-clés peut-être. Donc, ça, c'est des choses qu'on a dû souvent refaire pour retourner voir, OK, mais comment on est arrivé à ça déjà parce qu'on ne l'avait peut-être pas suffisamment documenté la première fois. Donc, ça a été beaucoup dans la collecte d'informations. Puis ensuite, ce qui est dans l'analyse, mais j'ai l'impression que ça s'est tellement perdu en cours de route, même pour cette portion-là, de voir comment est-ce qu'on est arrivé en analyse, qu'on a fait ressortir. J'arrive pas à avoir une idée claire de ce qui a été fait. Là. Carisia, c'est OK. Alors, il y a Roula et puis après, il y aura Rim. Bonjour, bonsoir. Je suis Roula Georges. Merci, Madame Geneviève, pour la présentation. Je voulais juste demander, est-ce que c'est bon ou healthy de prioriser l'écriture de la thèse à l'écriture d'un article scientifique? Merci. Oui, mais c'est une bonne question. C'est sûr que chaque processus est unique. Il faut dire que dans mon cas, ma thèse, c'est un projet de nature exploratoire. Donc, au moment de faire ma proposition de thèse, donc de me plonger plus assidûment dans l'écriture, j'avais déjà fait ma collecte de données, j'avais déjà fait mon projet de recherche. Donc, ce travail-là, de ce projet d'écriture-là qui était la revue littérature, je l'ai fait avant de faire de l'écriture pour ma thèse. Donc, ça a été pendant ma collecte de données, pendant mon projet de recherche, mais comme je le dis, c'est comme si c'était un projet de nature plus inductive, abductive. Avant de terminer mon terrain, je n'avais pas eu à me concentrer sur l'écriture. Mais c'est sûr que ça m'a aidé d'avoir un projet d'écriture avant de faire de l'écriture de thèse parce que j'ai beaucoup appris sur l'écriture et comment écrire dans le cadre de ce projet-là. Mais c'est sûr que dans mon cas, ça a été un peu une longue thèse. C'est sûr que ça dépend des fois des institutions, dans quelle mesure ils mettent de la pression pour terminer rapidement la thèse. Nous, dans notre cas, notre direction de programme
ne met pas trop de pression pour accélérer le processus, sont assez cool pour ça. Puis ça nous permet d'avoir un CV qui est relativement équilibré. Donc, de faire de la recherche, de faire des papiers un peu à l'extérieur de la thèse, travailler sur des projets de recherche, en collaboration, des fois peut-être plus comme assistant de recherche même, et de faire la thèse. Fait que ça peut dépendre des institutions. Je vois Rim ensuite. Oui, merci Olivier. Vous m'écoutez? Oui. Merci Geneviève. En fait, moi, j'ai une frustration ou, disons, un questionnement à partager avec vous. Comment peut-on, dans une posture de subjectivité, dans une posture qui reconnaît la créativité du chercheur, comment peut-on s'aligner, disons, aux recommandations des reviewers? Autant je peux comprendre le pourquoi de cet alignement, j'arrive pas à comprendre, disons, le comment. Oui. Voilà. Dans le fond, ben, je vais tenter une réponse. Je ne sais pas si c'est exactement ce que ça va vraiment bien saisir la question, mais quand on produit une revue de la littérature systématique, c'est sûr que on fait une capture momentanée de l'état de la littérature. Okay? Donc, c'est nul autre que ça. Il s'est publié des choses, il va se publier des choses après, il s'est peut-être publié des choses qui nous ont échappé. Donc, oui, ça comporte certaines limites, cette revue de littérature systématique-là, et c'est issu quand même de notre interprétation des résultats qu'il y avait dans les études qui sont incluses dans la revue de littérature. Ceci étant dit, les commentaires de reviewers, souvent, c'était pour les reproches qui étaient faits, c'était notamment au niveau de la méthode, du manque d'objectivité, oui, mais en fait, c'était plutôt parce qu'on n'expliquait pas les choses qu'on voulait mettre en évidence. On l'avait vu, par exemple, que les études utilisaient tout le temps des outils divergents, qu'il y avait peu de résultats qui allaient dans le même sens, mais on ne l'avait pas exprimé de cette façon-là, donc on n'avait pas rendu ces éléments-là accessibles pour le lecteur. Donc, assurément que les reviewers nous disaient que c'est un manque d'objectivité parce qu'on ne leur donnait pas le matériel nécessaire pour qu'ils comprennent la conclusion qu'on avait tirée des études qu'on avait analysées. Mais c'est sûr que pour ma thèse, je fais un projet qui est très plus interprétativiste, subjectiviste et tout, mais c'est de délimiter, ça ne rend pas moins utile ou moins valable la revue systématique qui s'apparente un peu à une recherche hypothético-déductive qu'on va aller capturer à un moment de comment est la littérature. Mais ouais, fait que c'était pas tant de rendre nos résultats plus objectifs, mais c'était d'objectiver les explications qu'on avait ou les justifications qu'on avait pour amener les conclusions qu'on en tirait. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'attention de... Roula, tu as relevé la main. Roula, Oui. est-ce que tu as une autre question à poser? Oui, une question venait maintenant à la tête. Est-ce qu'il y a un momentum ou un temps où on se dit, voilà, maintenant on va publier parce que je sens que je suis parfois, j'hésite de prendre ce pas-là. Donc, quand est-ce qu'on dit on va publier? Oui. Souvent, c'est des cycles dans le sens que, pour ma part, chacun des papiers que j'ai envoyés à des revues, d'abord, ça a été des communications dans le cadre de des congrès. Et je me rends compte, plus ça avance, que souvent, les communications, c'est vraiment un papier de travail. Souvent, dans le cadre du congrès, ça va être extrêmement... ça va être commenté, on va recevoir des rétroactions, des orientations pour pouvoir ensuite l'envoyer à une revue. Ceci étant dit, c'est de regarder un peu les congrès qui peuvent nous intéresser puis qui nous permettraient d'avoir des auditoires susceptibles de commenter, d'avoir des commentaires pertinents pour nous faire avancer.
c'est sûr que, tu sais, c'est quand on a peut-être un travail qui est un petit peu plus fini, mais n'empêche, c'est déjà arrivé que j'ai soumis des affaires à des congrès scientifiques puis qu'il ne faut pas du tout donner lieu à des articles, là. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression que nécessairement tout ce qu'on va envoyer à des congrès pour des communications va finir comme des articles. Des fois, c'est parce que finalement, ça a été retravaillé, j'ai fait autre chose avec, c'est allé ailleurs. Mais le momentum, est-ce que tu parles vraiment en lien avec le cheminement doctoral ou en lien avec un papier d'écriture? Oui, sur le cheminement plutôt. Mais pour ma part, j'ai vraiment essayé le plus tôt possible pour au moins justement être initiée aux différents processus, être initiée. Puis, tu sais, les congrès, il y a différentes envergures. Là. Tu sais, pour ma part, j'ai quand même des congrès qui m'intimident moins pour après essayer de me mettre des défis, par exemple, aller dans des congrès anglophones où mon anglais n'est pas tout à fait à coche. Hein? Donc, tu sais, d'aller chercher une espèce de gradation, mais le plus tôt possible d'essayer d'envoyer. Ça peut être des travaux de session qu'on trouvait intéressants, qu'on trouvait pertinents, qu'on va rentrer dans la machine, mais moi, je recommanderais de l'essayer le plus tôt possible pour le plus rapidement apprendre les codes informels dans ce processus-là. Comment est-ce qu'on communique avec l'éditeur, comment est-ce qu'on... c'est comment quand on reçoit des reviews qui sont pas le fun ou qui sont moins le fun, qui sont moins encourageantes. Donc, d'expérimenter toutes ces sensations-là le plus rapidement possible ou à son rythme, là, mais comme il va falloir le faire à un moment donné de toute façon. Là. OK, grand merci. Alors moi, j'ai proposé une communication pour la SFSIC chez nous ici à Paris. Et en fait, j'ai été surprise de voir des commentaires opposés. J'ai eu deux correcteurs, on peut dire ça comme ça, qui ont corrigé mon papier. Il y a un qui m'a dit « sujet très original, très en vue, OK ». Et le second qui me dit « pas du tout, votre sujet, il n'est pas dans les clous, c'est du has-been ». Et quand même, ils ont fait une moyenne et ils ont pris mon article. J'ai été au-dessus quand même de la moyenne. J'ai eu un avec 9 et un avec 5. Donc, voilà. Mais je veux dire, heureusement qu'ils m'ont pris. Sinon, moi, je ne sais pas comment je me serais départagée, en fait. Est-ce que vous avez une idée de comment ils en... Enfin, je sais que c'est propre à chaque revue. Mais si on est seul, par exemple, comment on peut décoder ça? Est-ce qu'il y a des rouages, des best practices pour discerner ça, en fait? Qu'on peut se faire à soi-même avant de l'envoyer? C'est sûr que pour voir comment ça va être reçu, j'ai vu des fois des gens qui communiquaient, puis je pense pour le deuxième papier que j'ai publié, c'est ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait communiqué au préalable avec l'éditeur pour tenter le terrain un peu. De voir sans donner tout ce qu'il y avait dans l'article, mais de dire c'est ça l'objet de recherche, c'est ça la principale contribution, est-ce que ça pourrait intéresser la revue? Puis la première revue nous avait dit non, ça ne nous intéresse pas. Puis la deuxième, CJAS nous avait dit oui, ça pourrait nous intéresser. Ça ne nous a pas. Il a fallu passer par le processus des reviewers, puis c'est intéressant la question que tu poses, parce que ce que j'ai l'impression, c'est que l'éditeur en chef joue un grand rôle dans la décision finale. Là, dans ce cas-ci, dans l'article que je vous ai présenté, j'ai l'impression que Josier Saint-Pierre avait envie de voir ce type d'article-là dans sa revue. Et c'est pour ça qu'elle a poussé initialement sur les 3 reviewers. Il y en avait 2 qui étaient vraiment en désaccord, là, dont un qui explicitement disait « je ne recommande pas l'article pour la revue ». Le troisième qui était comme bon enfant, qui était comme oui, c'est correct, ça fait la job. Pour lui, c'était suffisant. Puis au deuxième tour, on avait encore un qui était vraiment pas vraiment satisfait. Puis le deuxième qui était relativement satisfait, mais à chaque fois, c'est l'éditrice qui s'est appropriée ces évaluations-là pour voir qu'est-ce qu'elle souhaitait en faire. L'autre chose que je voulais dire... puis même l'autre revue qu'on a publiée à la CJAS, on a eu 2 reviewers qui ont dit c'est pas un article qui serait pertinent pour la revue, mais pas du tout, c'est pas sa place. Les 2 reviewers nous avaient dit ça, mais l'éditeur a dit non, moi je le veux l'article, continuer à travailler, à améliorer ces choses-là. Donc, je pense qu'il faut peut-être c'est vraiment l'éditeur qui a plus de pouvoir dans cette situation-là. Puis, donc, ça peut être un allié très, très utile là,
ou aller chercher des trucs et astuces. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a envie de voir dans sa revue, c'est quoi ces éléments. Puis même, moi, en faisant des reviews pour des communications, pour des congrès, bien, je réalise que j'ai mes propres limites comme reviewer. C'est sûr que j'ai des intérêts des fois. Fait que c'est arrivé des fois que j'ai reviewé des textes en disant, ben ça, ce sujet-là, c'est donc pas intéressant, ou tu sais, pourquoi il a fait ça, mais c'est d'essayer d'articuler ton commentaire pour pas trop que ça paraisse, en même temps, sans décourager. Mais ça peut arriver que juste par expérience, le reviewer, il n'a juste pas d'intérêt dans les mêmes sujets que toi, et donc il va trouver que c'est un sujet has-been. Je pense qu'il ne faut pas lui accorder trop d'importance non plus. Là. Il peut potentiellement avoir d'autres personnes à qui ça intéresserait.